Avant de démarrer cette nouvelle vidéo, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Merci beaucoup encore une fois. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plus de 80% des personnes qui visualisaient mes contenus, qui n'étaient toujours pas abonnés. Alors si vous voulez vraiment m'aider à accompagner cette chaîne, à la faire progresser et à ce que je vous propose de plus en plus de contenu qualitatif, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Ça m'aide à continuer ce que je fais sur cette chaîne. Je vous laisse tranquille, je vous laisse regarder la nouvelle vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit update des 3 missions de conseil que j'ai en cours et également des 6 petites observations que j'ai fait pendant ces missions de conseil dans les industries françaises. Alors pour rappel, mon premier projet que j'ai en cours, c'est un projet de supply chain interne, donc de la mise en place d'un petit train. Là, on a défini toute l'organisation future. Ça nous a pris à peu près 5-6 jours pour collecter toutes les données, combien de pièces vont sur ligne de production, quelles sont les zones qui consomment le plus de pièces, quels sont les types de pièces, et également on est allé jusqu'au format contenant, c'est-à-dire comment on va approvisionner la pièce. Est-ce que c'est une boîte bleue dans laquelle on va mettre différentes pièces, combien de bacs je vais mettre sur le bord de ligne pour que ma ligne tienne un certain nombre de temps. Là, on est parti sur une boucle d'1 heure. A priori, toutes les heures, un petit train peut passer devant les lignes. Et donc, ça veut dire qu'au vu des règles de logistique interne, il va falloir au moins 2 heures de consommation d'équivalent pièces sur cette ligne pour tenir. On a analysé toutes les datas, maintenant on sait à peu près où on va. Et là, les prochaines étapes, c'est de tester des petits trains parce qu'on a des particularités sur le site, notamment le type de béton, on a des pentes, des montées, donc il faut qu'on vérifie qu'au niveau des charges, des trains, etc., ça passe et qu'il n'y a pas de problème. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette usine, 100% des pièces sont actuellement approvisionnées avec des Fenwick. Donc ça pose plein de problèmes parce qu'un Fenwick, on va charger une palette, la poser et revenir à vide, donc c'est très peu efficace. Et plus un train va avoir d'étapes à approvisionner, plus ça va être efficace. En fait, ça va être l'inverse du Fenwick. Et en fait, le Fenwick, moi, j'avais un peu oublié, mais ça apporte énormément de poussière aussi. Donc, le site est assez poussiéreux. Le fait de mettre un train, par exemple, ça va bien améliorer tout cet environnement. Ça va aussi optimiser énormément les mètres carrés au poste parce qu'ils ont tendance à approvisionner des palettes entières qui font plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire plusieurs semaines de consommation. Et donc, on approvisionne trop de pièces sur la ligne. Et donc, on s'est posé des questions sur ces fameux contenants type palette, si on pouvait les passer dans un autre format contenant, parce que la palette, c'est pas l'idéal en fait pour être transporté en petit train. L'idéal, c'est des pickings, des étagères en fait sur un de vos wagons avec des boîtes et vous approvisionnez une boîte. Et idéalement, dans mon cas, c'est toutes les heures, une boîte égale 1 heure de prod. C'est assez simple. Donc, on a fait des tris et à date, on sait qu'on peut passer 85% du flux en petit train et garder 15%. Pour le moment, on essaie de trouver des techniques à approvisionner en Fenwick. Donc ça veut dire qu'on va enlever 85% de Fenwick sur l'usine, a priori. Donc ça avance bien. Les prochaines étapes, c'est les mises en place. On a plusieurs chantiers Kaizen à faire. Donc on a cette organisation dans le magasin pour préparer les boîtes. Je reçois les pièces dans des palettes, je les mets dans des boîtes pour que ce soit disponible tout de suite pour le petit train quand il va passer dans le magasin et repartir sur les lignes de prod toutes les heures. Donc là, on a un premier Kaizen là-dessus, un deuxième Kaizen sur les pièces qui sont moins consommées, qui sont consommées en mode kitting. Donc ça, c'est des choses qui sortent peu, qui sont dans la catégorie très peu utilisées, donc plutôt toutes les semaines, voire tous les mois, et on va sortir des kits quand la production le demande. Les autres Kaizen, ça va être la construction des racks dynamiques. Donc en gros, on construit les gares de départ dans le magasin, on construit les gares d'arrivée, les principales, on fait des tests du circuit, est-ce que ça passe en 1 heure, l'approvisionnement, prendre les besoins, et revenir dans le magasin, prendre les boîtes dans le magasin pleines, et etc., refaire le cycle, voir si ça passe. Et puis après, ça sera un petit coup de 5S, mettre propre tout ça, les marquages au sol, et là, on va pouvoir lancer tout ça et aller chercher énormément de gains, parce qu'il y a beaucoup d'arrêts de ligne, c'est à plusieurs millions d'euros par an. On a des arrêts de ligne, des coûts d'arrêt de ligne à cause de ces pièces qui ne sont pas approvisionnées au bon moment. Le deuxième projet, c'est un projet sur la finance. Donc là, c'est un projet Lean Finance. Ce que je peux vous dire, en fait, c'est qu'on est sur le cadrage et notamment l'identification des périmètres parce que je prends un exemple dans ce cas-là. On va gérer, l'entreprise va gérer un flux de refacturation. Donc c'est un headquarter, un siège qui refacture des choses à des entités. Et en fait, on pourrait attaquer tous les flux, mais finalement, on va se mettre dans un mode Pareto, c'est-à-dire qu'on va attaquer les flux qui ont le plus d'impact sur les heures humaines. Parce que l'objectif, c'est de gagner du temps sur par exemple, ces refacturations. Donc, il n'y a pas que ça, il y a 5 projets en parallèle dans ce projet finance. Et donc, on se rend compte qu'en fait, dans une journée classique, si on suit une loi de Pareto
à peu près. Sur 100 demandes de refacturation, il y en a 80 qui vont être très simples à faire, très standards, et ça vous prend 20% du temps. Mais par contre, les 20 derniers pourcents d'activités à faire, ça prend 80% du temps, parce que c'est complexe, c'est le flux exotique. Et en fait, on va attaquer ça tout de suite, parce que si on gagne ne serait-ce que 10-15% de temps sur ces 80%, ça a un énorme impact sur l'équipe. Donc, on va focaliser. Donc, mon conseil, c'est de bien identifier le périmètre et d'être feignant, de la jouer smart et de travailler sur ce qui aura le plus d'impact. Et mon troisième projet qui a juste démarré, c'est un projet de doublement de capacité. Donc, il y a plusieurs sujets sur une usine environ de 6 000 m². C'est une entreprise qui a une forte croissance, qui fait plutôt de la réparation de produits, on va dire, des très gros produits assez spécifiques. Donc, c'est plutôt de l'engineering to order, tout est spécifique. Et il y a 4 grands sujets. Il y a un sujet du coup de réimplantation, d'amélioration, d'efficacité globale, de logistique interne également, avec la partie fournisseur également, donc les flux autour de l'usine qui sont à l'extérieur de l'usine ou à l'intérieur de l'usine. Un flux informatique aussi, parce qu'on a très peu de choses en informatique. Donc, il y a une gestion des documents à faire, les standards, les nomenclatures, les gammes, les temps alloués et les temps passés. Et un quatrième sujet qui va être plutôt sur la partie, du coup, qui dépend un peu de tout ça, sur la partie RH. C'est-à-dire qu'il y a un projet de croissance, de recrutement. Et aujourd'hui, ils ne savent pas trop comment onboarder les nouvelles personnes qui arrivent, quel travail ils ont à faire, les compétences, etc. Donc, il y a un sujet de gestion des compétences et il y a un sujet d'onboarding des nouveaux arrivants. Qu'est-ce qu'on va leur faire faire? Voilà pour les 3 projets. Ça me prend énormément de temps, en plus de l'activité 7 Shapes. Et en plus, par-dessus ça, j'ai chopé une petite crève. Donc, voilà, super. La première observation que j'ai fait, c'est... on parle souvent donc, dans l'amélioration continue des outils, des démarches, des méthodes. Mais en fait, un élément pour moi qui est hyper important si vous voulez être un bon lead manager ou un bon lean leader sur le terrain, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire être capable de vous mettre au niveau de chaque personne, de chaque interlocuteur, que vous discutiez avec des opérateurs, des techniciens, des managers de ligne ou des comités de direction, vous mettre à leur niveau et comprendre comment ils fonctionnent et comprendre leurs attentes, parce que ce n'est pas du tout les mêmes. Et donc, il y a une certaine intelligence émotionnelle à avoir. Ça peut se jouer au body language, c'est-à-dire comment la personne va arriver, c'est quoi les petites astuces qui font que ça fonctionne, et surtout être énormément dans l'empathie et dans l'écoute au maximum, de manière à ne pas brusquer les différentes personnes. Ça, typiquement, moi je l'ai appris, je ne pense pas que vous l'appreniez à l'école ou qu'on l'apprend sans expérience en fait. C'est impossible pour moi, c'est parce que j'ai déroulé énormément de projets dans différentes cultures, dans différents types d'entreprises que je vais être peut-être plus capable, et encore je mets des bémols, de m'adapter à ce qui se passe et surtout être très acteur sur le terrain. Donc vraiment, essayez de travailler ça, soyez très humble et gardez bien en tête que quand vous arrivez dans une entreprise, il y a des personnes qui sont là depuis très longtemps et qui connaissent beaucoup mieux le business et le job day to day de tous les jours, de ce qui se fait tous les jours. Donc écoutez bien ces personnes-là, et encore une fois, une des règles du Kaizen, c'est de prendre l'idée de 10 personnes plutôt que l'idée géniale d'une seule personne. Même si cette idée, elle peut être géniale et ça peut être la vôtre, les 10 personnes qui vont valider une solution, une amélioration, et ben c'est 10 personnes qui vont la mettre en place, et donc 10 énergies qui vont aller dans ce sens. Du coup, ça me fait remonter sur une deuxième observation. Souvent, moi, j'ai vu des jeunes arriver d'école, d'ingénieurs ou de choses comme ça, qui n'avaient aucun bagage technique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout traîné dans des bureaux d'études, ils ne savent pas comment ça passe un cycle d'usinage, de la soudure, etc. Et ils ne sont pas curieux techniquement. Ça, je pense que ça manque énormément. Si vous êtes curieux techniquement et que les process vous intéressent, comment on fabrique une pièce, on l'usine, on la moule, l'injection plastique, ça peut être de la chimie, si vous êtes dans l'agroalimentaire, etc. Il faut vraiment que ça vous intéresse, ça va énormément faciliter votre travail et surtout la discussion avec un opérateur ou un technicien qui serait très technicien et pas forcément axé sur l'organisation. Ça, c'est important, vous-même, de comprendre techniquement comment ça fonctionne, parce que l'amélioration continue, c'est surtout d'aider les gens, de faire monter en compétence les gens sur la partie amélioration continue, mais vous-même, de vous améliorer, de vous augmenter sur la partie technique. On bosse dans des usines, on ne peut pas passer à travers. Vous arrivez dans un environnement informatique et vous ne savez pas trop coder ou vous ne savez pas comment ça fonctionne. En gros, on ne vous demande pas d'être hyper technicien, mais de bien comprendre et de vous intéresser. Ça va changer l'accompagnement du changement et ça va faciliter vos projets lignes. Troisième observation,
quand on lance de l'amélioration continue, souvent la première amélioration, elle a une très forte inertie, elle est assez compliquée à mettre en place. Donc vraiment, faites de toutes petites améliorations. Ça peut être tout simplement un petit marquage au sol, un petit management visuel, un petit rack, une toute petite amélioration, mais cette simple amélioration, toute petite, ça c'est vraiment l'esprit Kaizen, peut avoir un effet d'emballement et du coup garder cette inertie d'emballement et faire des plus grosses choses. Donc vraiment démarrer par un tout petit truc pour ensuite être capable de faire des plus grosses choses. Et vraiment des choses tout petits, hein, des pas de bébé, hein, ce qu'on appelle des baby steps. Allez vraiment sur des choses très simples, mais faites-le tous les jours. Parce que cette inertie, ça va être plus facile du coup de pousser l'amélioration comme ça et de garder l'inertie. Et le plus compliqué, c'est vraiment de lancer. Et après, toujours mettre de l'énergie pour que ça avance. Ça prend énormément de temps, ça demande toute une organisation. Autre observation, l'instabilité en production, et moi je le vois bien dans le projet logistique, c'est ce qu'on appelle les Moura, parce qu'en général dans le Lean on parle beaucoup des Muda, des gaspillages, mais les Moura c'est l'irrégularité. Là on le voit, les approvisionnements de lignes, dans le cas de mon client, se font par à-coup, à la vue, et donc on approvisionne d'un coup plein de matériel sur la ligne. Ça pose du coup des problèmes de stock, on en met un peu partout, il y a des choses qu'on devait approvisionner qu'on ne devait pas, etc. Donc ce Moura, cette irrégularité, crée du coup derrière de la surcharge. Donc derrière, on va être sur les mûris. Donc là, c'est la surcharge ou un excès de stock qui ensuite crée un Muda, un gaspillage, qui lui va être un excès de transport. Je vais faire que me déplacer avec mon Fenwick ou du surstock. Du coup, j'ai stocké trop de pièces sur la ligne. Donc typiquement, l'exemple Moura, Muri, Muda, il fonctionne très bien sur la logistique, comme il va fonctionner forcément très bien également sur la partie production. Donc ça, c'est un petit exemple, petite observation que j'ai fait. Et là, je l'ai bien vu en temps réel, on le voit tous les jours et je suis sûr que vous le voyez également dans vos entreprises. Une autre observation aussi que j'ai fait, c'est la méconnaissance de beaucoup de gens en fait, hein, du fait qu'il y a un flux de travail, que ça peut être dans un service, dans une production, ce n'est qu'un tuyau. On peut le voir comme un tuyau de production dans lequel les sections sont différentes, suivant les étapes de production. Si vous avez 10 étapes de production ou 10 étapes pour faire un nouveau produit dans un bureau d'études, il y a des sections, donc des étapes, qui ont des sections, des capacités différentes. Suivant le produit ou le projet, le goulot, là où la section sera la plus petite, ne sera pas forcément au même endroit. Et donc, c'est là où ça va bouger. Mais c'est important de comprendre qu'en fait, tout flux, que ce soit d'information ou physique, passe par cette idée de tuyau. Moi, j'aime bien prendre cet exemple-là. Et que l'objectif, c'est de voir là où ça bloque le plus, suivant ce que vous mettez comme type d'input, de type de matière, le type de mix produit ou de dossier à traiter dans ce tuyau. Et où est-ce que sont les porosités de ce tuyau, la non-qualité, où est-ce qu'il y a des allers-retours. Et c'est important de comprendre en fait que ce n'est qu'un flux, et donc ça vous permettra d'aborder, en voyant le process comme ça, les flux de production ou de service de manière très simple. Ensuite, suivant le gaspillage qui est réalisé, là vous viendrez activer les différents outils. Mais c'est important de voir un flux comme une matière d'information qui passe à travers un process qu'on peut représenter avec un tuyau. Et l'idée, c'est d'avoir des sections à peu près les mêmes partout, suivant le mix produit qu'on passe, de manière à être le plus flexible possible et le plus efficace. Et ma dernière observation, c'est vraiment, dans les usines françaises, il faut qu'on augmente notre vision de c'est quoi une usine attractive. Parce qu'en fait, on a des critères, des images d'usines où enfin, on se dit qu'on ne peut pas aller vers un certain niveau. Je vous prends un exemple. Dans ce format, dans ce projet logistique, je montre l'exemple d'un magasin hyper bien rangé, hyper propre, à ces personnes du coup, avec lesquelles on travaille sur le projet de logistique interne. Et toutes ces personnes étaient persuadées que les images que je montrais étaient des images d'une usine en Chine ou je ne sais pas où, mais pas du tout en France. Alors qu'en fait, c'était une usine qui était à 400 mètres de chez eux. Et donc, eux, ils étaient persuadés que ce n'était pas possible avec des Français ou avec des critères d'exigence française, par exemple, ou des usines françaises, d'avoir ce niveau d'organisation et surtout d'architecture de ligne. Et donc, en fait, ils se sont dit, mais nous, en fait, on peut y arriver aussi, puisque à 200 mètres, ils l'ont fait, pourquoi pas nous? Et en fait, il faut qu'on upgrade en fait, ce niveau-là d'exigence, d'environnement de production au sens large, parce que là où je veux en venir, c'est que plus vous allez avoir un environnement agréable, lumineux, avec des lignes propres, avec une organisation clean, et ben ça, en fait, ça a un effet de bord sur, effectivement, l'amélioration et la performance. La vie de tous les jours sur la ligne de production, ça va vous inciter à vous améliorer, à essayer de maintenir cet environnement propre qui fonctionne bien, mais surtout à attirer des profils. Et c'est un gros problème qu'on a en France, on n'arrive pas à attirer les profils dans l'industrie, et donc il faut absolument qu'on aille plus loin
et qu'on augmente nos exigences en termes d'organisation de production. Et c'est pas très compliqué, ça ne demande pas des millions d'euros d'investissement, juste le bon marquage au sol, la bonne lumière, les bonnes règles d'implantation de lignes de production, avoir toujours des lignes qui font la même profondeur, travailler sur l'ergonomie, ça change tout en fait. Et ça, quand quelqu'un de nouveau va arriver, il va le voir. Et je ne vous parle pas des logiciels informatiques, l'environnement informatique, etc. Où pareil, ça va jouer, d'avoir des outils modernes de 2025, et ben ça va attirer des générations de 25, 30, 35 ans qui vont venir travailler dans les industries. Et ça, c'est hyper important. Upgradez votre niveau d'exigence industriel et n'hésitez pas à aller visiter des usines que vous savez être au top de l'amélioration continue et très propre. Ça va vous permettre de vous dire et de dire à vos équipes, vous voyez, on peut atteindre ce niveau-là et c'est hyper intéressant et ça peut vraiment changer la donne, notamment sur l'aspect RH, recrutement, et moi j'y crois beaucoup. Bon, j'espère que ce petit tour d'horizon de mes différentes activités et de mes observations vous aura plu. Si vous avez des questions, j'en suis sûr, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et surtout à vous abonner, ça m'aide à continuer ce que je fais sur cette chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.